Aujourd'hui, nous recevons Michel Makaya-Zeno pour aborder une problématique, celle des conséquences de l'esclavage sur notre société actuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michel Makaya-Zeno. Alors, que vous évoque cette vaste question? Alors d'abord, bonjour et merci de m'avoir convié en ce mois de mai, mois de mémoire, comme on dit souvent, pour échanger un moment avec vous sur le thème que vous avez abordé. Alors, les conséquences de l'esclavage, ces conséquences sont nombreuses parce qu'on devrait aborder les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences politiques, les conséquences humaines. Et quand vous dites de l'esclavage, c'est quand même 5 siècles. 5 siècles, ça laisse forcément des séquelles, ça laisse forcément des traces. Alors, tout bêtement, hein, je pourrais dire déjà, nous avons encore certains complexes à regarder certaines personnes dans le blanc des yeux, parce que pendant tellement longtemps, on nous a demandé de baisser la tête. Vous avez été un bien meuble, vous n'étiez pas une personne. Si on ne vous apprend pas à nouveau à vous réapproprier votre humanité, eh bien, vous avez encore des personnes qui ont honte d'elles-mêmes, qui ont honte de leurs cheveux, qui ont honte de leurs lèvres, qui ont honte de leur peau. Alors, les conséquences politiques, on voit bien que nous avons du mal à prendre certaines décisions quand ça nous concerne directement, parce qu'on entend encore le mot métropole. On dépend encore de cette métropole. On a entendu aujourd'hui aux informations, on demande aux Nouvelle-Calédoniens de venir discuter à Paris. Donc, en fermant la parenthèse très rapidement, pour vous dire que cette notion entre périphérie et métropole existe encore, et on ne se réapproprie pas la Caraïbe, puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a eu beaucoup d'échanges à base de canoës, les canoës, hein, non pas canoës, les bateaux de la Caraïbe, entre les différents peuplements de la Caraïbe, où les gens se fréquentaient, où les gens se visitaient, où les gens échangeaient. Donc, oui, des conséquences politiques, des conséquences sociales et économiques. On a bien vu que c'est une économie qui est basée carrément sur 2 produits, la canne et la banane. Et tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, en très grande partie, même si aujourd'hui, les Guadeloupéens, les Martiniquais essayent de se réapproprier leur sol, essayent de se réapproprier leur culture, leur agriculture et font des propositions, mais on est loin de satisfaire une population en matière d'alimentation. Alors, on peut dire qu'on est encore basé sur des schémas d'antan, que ces schémas ont vraiment façonné les structures sociales et économiques que nous connaissons aujourd'hui. Vous parliez de la canne, de la banane. Oui, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait insidieusement, qui n'est pas visible et que le travail continue à se faire parce que vous avez une école qui ne va pas jusqu'au bout. On a encore un programme qui est un programme national, même si certains professeurs, je crois, de lettres-histoire, ceux qui font langue et culture régionale, se permettent des fois d'aborder certains thèmes avec des élèves, mais des fois c'est une classe. Des fois, c'est une classe, c'est quelques élèves, ce ne sont pas tous les élèves. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'esclavage a quand même influencé les relations à la fois raciales et sociales qu'on connaît aujourd'hui? Forcément. 5 siècles où vous n'êtes pas considéré comme un homme, où vous êtes à la merci de l'autre, forcément, il y a encore des conséquences aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peur. La peur domine leurs orientations, elles ne savent pas toujours quoi faire. Vous avez encore des personnes qui ont des doutes, qui doutent de leur avenir, qui doutent de demain. Il ne faut pas trop leur demander. Laissez biter à mon accueil là, dès qu'ils bitent au camélé, ou une manière révolutionnaire. Et en fait, c'est parce que vous devez défendre votre dignité ou la dignité de vos frères et de vos sœurs et que vous avez envie de donner votre avis. Vous avez des gens qui ne sont plus capables de se projeter, parce que les lendemains étaient incertains. Vous vous couchez ce soir, vous ne savez pas est-ce que vous allez marauder ou pas, est-ce que vous allez être pendu ou pas, est-ce que vous allez travailler sur les champs ou pas. Donc ces incertitudes, forcément, laissent des traces dans la manière de gérer son temps, dans la manière de se projeter dans le temps. C'est vraiment des traces que ça a laissé, parce qu'on peut dire que normalement aujourd'hui tout ça c'est terminé. Comment expliquer que ça demeure encore aujourd'hui? Alors quand vous donnez des coups à vos enfants, vous arrêtez aujourd'hui de leur donner des coups, mais il y a des marques qui étaient déjà là. Et ces marques-là ne sortent pas. Ces marques sont indélébiles. C'est exactement ça. Des fois, il n'y a même pas de souffrance visible,
mais les mots, les attitudes ont laissé des traces définitives. Je vous ai dit, 5 siècles, c'est pas 5 ans, c'est 5 fois 100 ans. Vous avez des générations qui ont entraîné des choses. Vous voyez des fois où on se tait des fois sur des viols, c'est pas seulement en Guadeloupe, attention, c'est pas seulement en Martinique, on entend aussi en France, mais des fois on tolère certaines choses qui sont intolérables, qui sont inacceptables, parce que c'était comme ça. Oui. Nous avons à nous poser des questions, mais nous avons surtout à réagir. Il y a un moment où il faut réagir, et pour réagir, je crois qu'il faut que nous arrêtions de rester chez nous, de nous enfermer. Il faut aller vers la culture, il faut aller vers la recherche. Mouna Kadio, et esclavage là fini, arrêtez avec ces sujets-là, ces sujets-là, ça ont toujours des droits esclavage. Ouais, mais regardez autour de vous, regardez les conséquences autour de vous, et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes partent et ne reviennent pas. Certaines personnes partent. Bien sûr, certaines vont chercher du travail, certaines ont trouvé du travail, certaines se sont installées, mais pour beaucoup, c'est se cacher. On ne me verra pas, on ne me posera pas de questions, on ne verra pas mes blessures, on ne verra pas mes souffrances. Et vous avez, on nous l'a dit, hein, il y a une étude scientifique qui est sortie en psychologie ici, et on nous a dit un tiers de la population avait des problèmes que ce soit psychologie, psychiatrie, psychique, tout ce qu'on veut, mais un tiers. Donc, quand vous avez 300 000 habitants, vous avez 100 000 personnes qui ont des soucis, c'est lié aussi à ça, c'est lié, ça remonte dans le temps. Vous avez des gens qui sont fâchés dans la famille parce que celle-là est plus foncée, parce que celui-là est plus clair, parce qu'on dit que la maman aime plus celui-là, mais des fois, ce sont des complexes qu'on se fait à soi-même et que, en fait, personne ne vous a dit, moi, je préfère Pierre à Paul, hein, mais vous avez décidé par le comportement ou le regard de vos parents, de votre mère, qu'elle préférait Pierre ou qu'elle préférait Paul. En fait, c'est vous-même qui êtes en train de vous faire souffrir parce que vous n'avez pas fait le point avec vous, parce que personne ne vous a appris à faire le point avec vous. On ne peut pas le faire toute seule. On le fait parce qu'on a décidé à un moment, on a lu, on a rencontré du monde, on commence à se poser des questions, on sort, on va écouter les conférences, on va retourner, on va relire un document. On n'est pas obligé de lire un livre, hein, on peut lire juste une page des fois, hein, une page, 2 pages, 3 pages dans des domaines différents et on apprend. Alors il y a un travail à faire sur soi, c'est vrai, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, le regard de la société. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de colorisme. On va de fait peut-être être tourné vers quelqu'un qui est plus clair de peau que quelqu'un qui est plus foncé de peau. On va dire que tu as de beaux cheveux quand les cheveux sont un peu plus lissés, ondulés. Il y a encore quand même ces choses-là qui sont ancrées encore aux Antilles, un peu trop même. Il y a un travail colossal qui se fait avec les jeunes qui ont beaucoup voyagé, qui ont fait des études. Et aujourd'hui, même on a entendu un de nos députés qui a fait voter une loi sur la manière de se présenter avec ses cheveux. Donc ça veut dire qu'il y a un travail quand même qui est fait. Et tous ceux qui ont décidé déjà de prendre le pas, ces gens-là avancent. Maintenant, il faut faire avancer le plus grand nombre. Le plus grand nombre, oui, mais nos jeunes ne sont pas forcément là. Nous avons aujourd'hui des enfants dans les écoles primaires, à grande majorité qui ne sont pas forcément des enfants de maman guadeloupéenne et de papa guadeloupéen. Donc ça veut dire aussi qu'il y a d'autres problématiques caribéennes, d'autres problématiques européennes à prendre en compte. Et si nous ne faisons pas attention, il y a des extinctions qui sont possibles. Je ferme la parenthèse. Alors, vous êtes venu avec un livre qui révèle pas mal de choses, justement, sur les conséquences de l'esclavage sur notre société actuelle encore. Parlez-nous un peu de ce que vous avez amené. Alors, j'aurais pu emmener beaucoup de livres, hein, mais c'est un livre que j'aime bien. C'est le Code noir. Je l'offrais souvent à mes élèves. Ça ne coûte pas 10 €. Il y a ceux qui ne sont pas commentés, qui tournent autour de 5 €. Et on ne doit pas le lire pour être fâché. On ne doit pas le lire pour encore avoir de la rancœur. On doit le lire pour essayer de comprendre. D'accord? Je vais vous prendre l'article 22. L'article 22 concerne l'alimentation. Il y a quelques articles que je vais prendre si vous me le permettez. L'article 22, sont tenus les maîtres de faire nourrir par chacune semaine à leur esclavagé de 10 ans et au-dessus pour leur nourriture, 2 pots et demi de mesure de farine de manioc ou 3 cassaves pesant chacune 2 livres et demi au moins ou autre chose équivalent avec 2 livres de bœuf salé ou 3 livres de poisson, etc. Le poisson, c'est du poisson salé, en fait, c'est la morue. Le bœuf salé, c'est aujourd'hui, on nous donne la queue, on nous donne le groin, on nous donne les oreilles, on nous donne les pattes. D'accord? Et la farine de Paris, c'est la farine de France.
Quand vous allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment manger, ils vont vous dire dombré, pois rouge et tchè. D'accord? Pourtant, ça remonte à l'alimentation des esclaves. Oui. Et on traîne ça encore. Or, aujourd'hui, nous savons que les gens sont hypertendus et que le sel est un facteur d'hypertension. Comment faire comprendre aux gens? Mais bien sûr, tu peux manger ton dombré et que, mais tu le manges une fois par mois. Et au lieu de manger deux cuits, tu vas manger un petit bol, d'accord? Et à côté, tu vas mettre de la salade. On ne comprend pas ça. C'était une méthode de conservation. Pour le sucre, c'est pareil, c'était de la confiture. Donc, il fallait donc conserver tous les fruits en sorte de... Et on continue. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés avec la sédentarisation que nous sommes diabétiques. C'est aussi l'excès en sucre. Donc, vous voyez, 1492, le premier débarque. 1635, installation des premiers colons, installation de la paroisse de Vieux Habitants Saint-Joseph. Et on y va, 5 siècles après, on est dedans. Et ça soulève une autre question encore, c'est-à-dire que ce sont des produits de base pour lesquels on se bat encore aujourd'hui à cause de la cherté de la vie. C'est ça. À cause de la cherté de la vie, alors on va acheter, alors le kilo de queue est autour quand même de 12 € maintenant, j'ai pu me rendre compte. La farine demeure accessible parce qu'on a une société en Guadeloupe qui transforme, mais n'empêche qu'un fruit à pain, ça se donne encore. Des poyons, ça se donne encore. Et l'arbre ne demande pas beaucoup d'espace pour être planté chez soi. Et avant, il y a des coco pour savon, et bien, les voitures ont capoté en cabao et les voitures ont capoté au cabao moins. D'accord? Alors, je vais prendre un autre article. Et je vais prendre l'article 14 concernant la manière d'enterrer les gens. Et je vais faire un parallèle avec quelque chose qui s'est passé dans mon quartier. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit dans quelques champs voisins du lieu où ils seront décédés. Imaginez que vous êtes avec un compagnon, qu'il soit parti le matin, vous ne le voyez pas revenir, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était déjà un rebelle, il est forcément mort. Il est mort, il est enterré où? Vous vous imaginez le traumatisme que ça a? Cette personne est partie, cette personne n'est pas revenue. Vous savez que cette personne est morte, il n'est pas marronné, puis il n'est pas retourné en Afrique. Hein? À un moment quelconque, il faut retrouver quoi? Et non, il est enterré quelque part parce qu'il n'est pas baptisé. D'accord? Alors, imaginez déjà ceux qui sont tombés pendant la traversée. Et souvent, je dis, nous avons tellement de nos pères et de nos grands-pères qui sont tombés dans la guerre 14-18 et qui sont morts un peu partout en Europe, en Turquie, en Allemagne, en France, dans la Somme. Personne ne nous a dit un moment qu'on fait une cérémonie. Le 11 novembre, c'est pour tout le monde. Oui. Mais personne ne nous a dit un moment qu'on fait une cérémonie de deuil pour ces gens-là. Vous avez des gens qui ont vu, et c'est parce que dans mon proche environnement, j'ai observé des séquelles. Vous avez des frères qui sont partis, qui ont laissé des sœurs, et ces gens-là n'ont jamais vu leurs frères revenir, on ne leur a jamais envoyé un courrier pour leur dire que votre frère est mort, vous êtes en bas âge, peut-être que les parents ont reçu quelque chose, ils n'ont même pas compris, le corps n'est jamais revenu. Il n'y a jamais eu à un moment quelconque une cérémonie pour faire ce deuil, pour boucler ce deuil. Et vous avez des mamans qui prennent des fois leur fils ou prennent leur petit-fils et qui les confisquent presque parce que ce frère était parti, ce frère n'est jamais revenu. Et ça, c'est pour l'avoir observé dans certaines familles. J'ai été majorette pendant très longtemps et j'ai beaucoup fréquenté les anciens combattants. Et donc, j'ai beaucoup regardé, observé autour de moi. D'accord? J'ai une voisine qui a disparu il y a 1 an. Cette voisine visitait les gens dans le quartier. On ne sait pas, ils disparaissent. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais j'ai vu les gens qu'elle visitait dans le quartier mourir les unes après les autres. On va me dire qu'il n'y a pas de cause à effet. Donc forcément, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte, déjà vous êtes venu par un bateau, vous avez traversé l'océan, vous avez pu survivre, vous êtes là, on vous a mis sur une habitation. Vous savez que vous ne pouvez pas accepter ça, mais quand même, de temps à autre, vous vous rebellez. Et il y a 1 frère, 2 frères, 3 frères, 4 frères. Quand je dis frères, c'est ceux qui sont avec vous sur l'habitation et qui ne reviennent pas. Tous ces deuils, coupés de votre terre natale, coupés
coupé de ce qui est vous, puisque certains frères sont allés dans la Caraïbe, certains sont à Barbade, certains sont à Trinidad, certains sont en Guyane. Donc ça a un impact. Bien sûr, il y a encore un impact aujourd'hui, parce que les deuils n'ont pas été faits. Oui. Dans chaque pays, dans chaque culture, il y a une manière de célébrer les morts, il y a une manière de célébrer son deuil. D'accord? Je voudrais vous prendre quelque chose, je crois, sur la famille ou sur la religion. Ah ouais, j'aime bien la religion. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 ans au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Vous vous imaginez que aujourd'hui encore, vous avez des gens qui égrènent le chapelet, notre Père qui est au ciel, et qui égrènent le chapelet. En fait, ce n'est pas la foi, ce n'est pas croire, c'est répéter un geste qui vous a été appris par votre mère, par votre grand-mère. J'ai vu qu'on faisait comme ça et je continue à faire comme ça. Donc, même dans la religion, je disais une petite avant-hier que j'emmenais à l'école pour sa maman, exceptionnellement, qui m'a demandé de lui rendre service et je lui demandais, est-ce que tu pries? Et elle me dit, le soir. Et je lui dis, le matin. Elle me dit, non, le soir. Et je lui dis, mais le matin, tu dois confier ta journée à quelqu'un. Ça peut ne pas être un bon Dieu, mais ça peut être au soleil, ça peut être à la nature. Ah ouais, c'est vrai, madame. D'accord? Donc, on se lève. La prière, ce n'est pas toujours dans le livre. La prière, pour moi, hein, c'est une relation avec l'autre qu'on peut considérer comme étant un arbre, comme l'air, comme tout ce qu'on veut. Donc, dans la religion, nous avons été abrutis. Et puis, un dernier, la famille peut-être. J'aurais bien aimé parler de... non, je ne parlerai pas de famille. Je vais aller sur le 26. L'article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présents, pour en donner avis à notre procureur général et mettre leur mémoire entre ses mains sur lesquelles et même d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observés pour les crimes et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. En fait, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Eh bien, vous ne travaillez pas, on va vous donner une allocation. Et cette allocation vous maintient. Ça, c'est avec mes mots, je prends mes responsabilités. Vous mettiez encore en esclavage parce que vous allez attendre chaque fin de mois. Ce n'est pas comme une retraite hein, où on a travaillé, on a cotisé et on attend. Là, vous n'avez pas travaillé. C'est vrai qu'il faut de la solidarité. Attention, j'ai été élevé dans une famille très modeste, dans un quartier en construction dans les années 60. Donc, je sais c'est quoi la pauvreté, je l'ai vu. Je l'ai vu avec les bonnes fontaines, je l'ai vu avec les lolos, je l'ai vu avec les gens qui n'ont pas de sanitaire chez eux, je l'ai vu. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'on me donne. À chaque fois qu'on me donne, on me tient. Et je ne veux pas être tenu par qui que ce soit. Et c'est ce que je demande aux gens. Vous voulez maintenant faire un petit jardin, vous n'allez trouver personne parce que les gens sont chez eux en train de prendre des kilos. Pardon, hein, je ne méprise personne. Hein, mais c'est juste pour un petit peu piquer. Nous sommes installés chez nous tranquillement et nous sommes étonnés que nous n'allons pas bien. Parce que vous ne sortez pas, vous regardez la télé, vous attendez, vous mangez, vous vous couchez, vous vous relevez, vous regardez la télé, vous mangez, vous buvez. Et cet argent-là vous vient sans que vous ayez fait un effort. En quelque sorte, vous dites qu'il faut être maître de son destin. Il faut être maître de son destin. Vous avez le droit, vous percevez, mais il ne faut pas perpétuer cette situation. C'est ce qui rend encore esclave aujourd'hui. Et les relations entre les pères et leurs fils, moi, je vais fermer la parenthèse là, parce que comme c'est de l'ordre du privé, je vois des choses et j'entends des choses, mais il y a des papas qui souffrent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Mais ça remonte depuis l'esclavage. Des fois, vous avez des femmes qui méprisent des hommes, mais les hommes se taisent. Vous voyez des hommes qui sont dans l'alcoolisme, des fois, c'est un mal-être. Oui. Alors, moi, je n'ai pas de leçon à donner aux gens, mais il faut que les gens se parlent. L'alcoolisme, la consommation également de rhum, c'est encore quelque chose qui remonte à loin, c'est-à-dire qu'après la journée à couper la canne, finalement on se saoulait à la fois dans l'alcool et dans la musique pour oublier cette journée de dur labeur. On avait droit à une petite part d'alcool lors des fêtes, mais c'est même pas ça, c'est insidieux. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours visible et quand on vous donne de l'alcool, en fait,
on vous maîtrise. On vous maîtrise. Parce que vous n'avez plus votre tête, vous n'avez plus la capacité de réfléchir, vous n'avez plus votre libre arbitre. D'accord? Aujourd'hui, l'alcoolisme, c'est un problème. On disait hier par rapport à la drogue, les gens qui fument des joints et autres, ce sont des gens qui ont un problème. Je ne rentre pas dans ce sujet-là, mais c'est aussi une manière d'échapper à tellement de souffrance. Et là, il ne faut pas croire que ce sont que les blacks, hein, que les noirs, pardon, c'est monsieur tout le monde aujourd'hui. C'est une société aussi. Il n'y a pas que la société antillaise qui sont en souffrance, parce qu'en fait, aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Les gens se côtoient, les gens se voient. Vous avez des mariages mixtes. Vous avez des gens, celui-là est musulman qui épouse une chrétienne. Vous avez un athée qui épouse quelqu'un d'une autre religion. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Il y a lieu de se parler. Il y a lieu de se regarder. Il y a lieu de s'excuser. Il y a lieu de se pardonner. Pour moi, c'est important. Mais il y a surtout lieu de s'aimer. Eh ben, je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'on ne pourra pas balayer tous les sujets qui entourent cette vaste question. Donc, merci beaucoup, Michel Makaya-Zenon, d'avoir accepté notre invitation. C'est ma modeste contribution. Ce sont des pistes de réflexion. On prend ce qu'on veut dedans. On ne juge pas et on va plus loin. C'est ça alors peut-être c'est la déformation professionnelle d'une ancienne prof, hein, mais c'est l'ouverture. C'est l'occasion qui nous est donnée à chaque fois de partir sur une réflexion et puis de grandir ensemble. Eh bien, la réflexion est lancée. Merci à vous.